son vendredi 17 février 2023. Merci de votre fidélité à la RTG. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici. Après l'identification des sites et emprises illégalement occupés par les particuliers, l'opération de déguerpissement des lieux vient d'être lancée par le ministre de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. À suivre dans ce journal. À Matam, la vulgarisation des recommandations issues des assises nationales à travers le pays est lancée. Les membres du comité national des assises ont échangé avec les élus locaux et les citoyens sur la question. Consolidation de la quiétude sociale à Beila, des prières sont faites pour maintenir un climat de paix et de cohésion nationale. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a tenu sa session ordinaire ce jeudi à Conakry. Nous vous proposons une partie du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Suivez. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 16 février 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 14 février 2023, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé son message par remercier le ministre du Travail et de la Fonction publique et celui du Budget pour leur travail en synergie et tous les acteurs qui ont œuvré pour apporter une réponse rapide aux attentes des retraités de FRIA, longtemps laissés pour leur propre compte, ainsi que l'accès à la pension de retraite par les veuves et les ayants droit de FRIA. À cette occasion, le président de la Transition a demandé au ministre du Travail et de la Fonction publique, ainsi qu'à celui du Budget, de se servir de cette expérience de FRIA pour régler les cas similaires sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le chef de l'État a invité tous les ministres à lui communiquer au plus tard, le vendredi 17 février 2023, à midi, la liste exhaustive des directeurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et d'une manière générale, celle de toutes les fonctions pour lesquelles la nomination se fait par décret et qui ne sont pas encore pourvues, afin de procéder à de nouvelles nominations. Le président de la Transition a ensuite porté son message sur 4 points. Le suivi des projets d'électrification, de construction des routes et d'adduction d'eau, l'état d'avancement de la construction des échangeurs, l'information de mise à jour relative à la situation des avoirs de l'État avant la date butoir du 15 mars 2023. Le suivi des 11 instructions données à la fin de l'année 2022. Concernant le premier point relatif au suivi des projets d'électrification, de construction des routes et d'adduction d'eau, le chef de l'État a émis le souhait de connaître l'évolution des travaux afin que des mesures idoines soient prises pour l'avancée de ces travaux. Le président de la Transition a rappelé que notre pays est en chantier. Afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations, il est donc important d'accroître le suivi des projets d'infrastructures, des projets d'électrification et d'adduction d'eau pour faire en sorte que les délais de livraison soient respectés et que les qualités de travaux soient garanties. À ce sujet, le chef de l'État a souhaité avoir les points de blocage et les propositions concrètes permettant de les débloquer. Sur le deuxième point relatif à l'état d'avancement de la construction des échangeurs, le président de la Transition a demandé au ministre des Infrastructures et des Travaux publics d'accentuer le suivi des travaux pour que les délais de livraison soient respectés, tout en garantissant la qualité des infrastructures et de lui rendre compte. S'agissant du troisième point relatif à l'information de mise à jour de la situation des avoirs de l'État avant la date butoir du 15 mars 2023, le président de la Transition a rappelé que dans ses messages précédents, il avait instruit que les avoirs de l'État concernant les établissements publics administratifs
et les sociétés publiques soient versées dans les comptes à la Banque centrale de la République de Guinée ou à la Banque nationale d'investissement de Guinée, à un mois de la date butoir pour le rapatriement des avoirs de l'État, prévu le 15 mars 2023, le chef de l'État a interrogé les ministres concernés pour savoir si les décisions ont été prises pour rendre cette instruction présidentielle effective. Pour l'exécution de cette décision, le président de la transition a rappelé encore avec fermeté qu'aucune dérogation ne sera accordée à une EPA ou à une société publique. À ce sujet, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Économie et des Finances et au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée de lui donner des informations actualisées. Concernant le quatrième point et dernier point relatif au suivi des 11 décisions données à la fin de l'année 2022, le président de la transition a rappelé qu'en fin d'année, il avait donné 11 instructions aux membres du gouvernement. À cet effet, il leur a demandé de lui faire un point de situation sur les mesures qui sont en train d'être prises pour l'exécution de ces instructions. Projet de développement à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec des hauts responsables de la CEA. Il s'agit d'un instrument d'accompagnement en matière de conseil sur des questions majeures impliquant à la fois les mines et l'environnement. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Soucieux de poursuivre ces initiatives dans le cadre du changement climatique, la Commission économique pour l'Afrique fait la cour à la Guinée en tant que principal poumon vert de l'Afrique de l'Ouest pour une participation au programme. Cette réunion pourrait bien être le début d'une future collaboration entre les deux parties. Nous irons organiser un business forum sur le développement des marchés de carbone en Afrique. C'est un marché que, selon notre calcul, pourra permettre au continent de vendre du carbone. Si nous réussissons à vendre le carbone à $120 pour tonne séquestrée de carbone, là, nous pourra donner plus ou moins 82 milliards de dollars par an. Donc, avec toute l'éducation des forêts que la Guinée possède, donc là, nous pensons qu'il faut profiter de cette opportunité. Nous sommes prêts à recevoir la CEA encore plus qu'avant. Et tous les services techniques, tous les ministères techniques qui sont impliqués dans ça, l'environnement, les finances, les mines, tous ces secteurs sont en pleine mutation sous le leadership du président de la transition. Donc nous attendons cette intervention rapide de la CEA en tant que conseil. Dans la soirée de ce vendredi, la délégation guinéenne a eu une séance de travail avec le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Une opportunité pour les deux parties d'échanger sur les solutions envisagées par l'OIM et les réformes du gouvernement guinéen. Nous sommes une organisation très décentralisée. Notre travail, c'est auprès des bénéficiaires. C'est un travail de proximité. Et bien sûr que les gens qui sont dans la migration sont des gens parfois très vulnérables. Des femmes et des enfants surtout, qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Le président, ayant le souci de ces Guinéens, ne s'est pas contenté seulement de recevoir l'appui de l'OIM, mais il a demandé à ce que l'on crée, et c'est ce que nous avons fait au sein du ministère des Affaires étrangères, nous avons créé le fonds de réinsertion des immigrants qui rentrent en Guinée. Le défi du développement est l'autre solution envisagée par la Guinée et l'OIM. L'objectif est de faciliter la réinsertion socio-professionnelle des migrants qui acceptent le retour volontaire au bercail. Le Premier ministre séjourne depuis hier à Sankaran. Il est allé visiter les travaux de construction et d'entretien des infrastructures réalisées et en cours de réalisation par l'État guinéen. Ce vendredi, il a fait un tour sur le chantier des cours et tribunaux de Farana, la mairie de la commune urbaine et à l'agence de la BCRG. Le point avec Adi Kamara et Almamiko Bele Keïta. Le Premier ministre chef du gouvernement est à Farana. C'est la deuxième étape de sa visite à l'intérieur du pays. Le respect des traditions oblige. C'est une sagesse. Le chef du gouvernement est accueilli par la notabilité et chef religieux de Farana. Occasion de discuter
autour des questions qui tracent des voies conduisant à atteindre l'idéal de paix dans nos différentes cités. De là, le chef de gouvernement vient visiter successivement les travaux de rénovation des cours et tribunaux et la construction de l'agence de la Banque centrale de la République de Guinée. Bon, c'est le palais de justice qui abrite 3 salles d'audience et chaque salle d'audience a une salle pour des avocats et chaque salle d'audience aussi a une salle pour des huissiers qui n'est jamais vu, qui n'existait pas auparavant. Et chaque salle d'audience aussi a une salle de délibération. Et il y a une trentaine de bureaux aussi pour l'administration. Il y a le parquet sur le bâtiment à 4 blocs. Le bloc A qui abrite une salle d'audience, le bloc B qui abrite une autre salle d'audience et le siège. Le bloc C, ça c'est le hall et les irons. Et le bloc D, aussi il y a une salle d'audience, plus maintenant le parquet. C'est-à-dire le parquet est sur le bloc D. Le siège aussi est sur le bloc A. Pour le moment, nous sommes à peu près 75% d'exécution. Ici, c'est l'agence régionale de la BCRG de Farana. Nous avons pratiquement fini avec le caveau. Et nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Nous préparons la dalle au-dessus du rez-de-chaussée. Il reste qu'une autre dalle pour finaliser les travaux de l'agence. Vous avez là le logement. Pratiquement, les finitions sont très avancées. On attend que les carreaux et les menuiseries pour finaliser et le logement et la cantine. Physiquement, nous allons dire que nous sommes déjà à 50% d'exécution. Sous un soleil de plomb, Dr Bernard Goumou visite les travaux de réhabilitation et d'aménagement de la mairie de Farana. C'est une commune qui a reçu le financement pour sa rénovation depuis le mois de juin 2021. Et on a payé l'entreprise à 20% et après il y a eu gel de compte, mais la semaine dernière notre compte a été dégelé. Vous avez vu l'entreprise qui a été retenue à travailler. Il reste maintenant les équipements et nous allons procéder à son paiement et aussi réaménager le contrat. En termes de délai, nous allons faire un avenant en termes de délai pour qu'il nous rende le chantier dans un bref délai. Le taux d'exécution aujourd'hui physique, on peut dire que c'est à 80%. Ce qui reste, c'est le matériel. À Tonkolonko se dresse la cité Niger, cité qui a fait la fierté de la Guinée il y a des années à travers son allure et le symbole d'unité africaine qu'elle incarnait. Avec la dégradation poussée des installations, des dispositions ont été prises pour les travaux d'extension, de rénovation et de modernisation. Nous avons modernisé les cases, l'aménagement, la clôture et aussi nous avons préfinancé une salle de conférence de 1400 places. Donc c'est ce qu'il y a, c'est pourquoi monsieur le Premier ministre vient de valider son accord pour qu'on termine la cité dans un bref délai. Rien ne sera plus comme avant, rassure le chef du gouvernement. Avec le CNRD, tous les projets de l'État feront l'objet de contrôles et de suivis réguliers. Sur les chantiers, l'intention qui sous-tend l'action du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, au quotidien, est d'agir au mieux pour contribuer à la satisfaction des besoins des Guinéens en traduisant en actes concrets et impactants la vision du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Premier grand titre de cette édition, opération de déguerpissement des emprises. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, après l'identification des sites concernés, vient de lancer officiellement le processus à Conakry. La première étape concerne la commune de Matam. Déjà, la machine est en action pour libérer tous les encombrants physiques. Plus de détails avec Saint-Martin Fancinadou. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire rencontre les élus locaux et ses techniciens de terrain des communes de Conakry. Les échanges ont eu lieu au siège des administrateurs territoriaux de Matam. Colonel Ibrahima Souri Bangoura leur explique les enjeux de l'opération de déguerpissement des emprises enclenchée par les autorités. Sur le terrain, le ministre mesure l'ampleur des occupations.
Baraques, boutiques et magasins de vente des pièces de rechange sont érigés sur les différentes emprises. Pire, certaines voies publiques sont bloquées, à l'image de cette route du quartier. À côté, les zones industrielles sont agressées. Après le constat, les autorités font venir la machine pour déguerpir tous les encombrants physiques qui obstruent la circulation des personnes et de leurs biens. Nous, depuis que le communiqué est passé à la commune de Matam, nous avons pris le problème à bras de corps. Nous avons mis en place une commission communale d'identification et de marquage. Il y a de cela plus de 10 jours que les agents sont venus ici pour sensibiliser. Pour les autorités, le bruit des machines va continuer à ronronner sur les artères et les zones industrielles envahies jusqu'à leur libération totale. L'opération sera élargie aux autres communes de la capitale. Ce n'est dirigé contre personne, mais c'est une opération qui consiste à libérer les voies, à faire en sorte que les personnes et leurs biens et les véhicules circulent correctement. Et puis il y a un problème de désenclavement des quartiers précaires. Il y a tout ça là qui rentre. Donc aujourd'hui, ça va commencer sur la zone industrielle, une manière d'ouvrir la voie. Il y a des gros camions qui circulent sur cette voie-là. Donc je trouve normal que cette opération commence par cette zone-là. Le temps est donné. À travers cette opération de dégagement des emprises, le chef de l'État et le gouvernement traduisent leur volonté d'améliorer le cadre de vie des populations et surtout de faire respirer la capitale avec pour enjeu la sécurité des personnes et de leurs biens. Les cadres du ministère de l'Environnement, après leur participation à la COP 27, viennent de faire le point sur la participation du pays. Des expériences ont été acquises pour contribuer à la protection de l'environnement et surtout lutter contre le réchauffement climatique. Mamadou Alpha Baldé. Quelques mois après la COP 27, la délégation de la Guinée fait la restitution de sa participation. Devant l'ensemble des partenaires climatiques du pays, les acquis et perspectives des travaux de Sharm el-Sheikh sont expliqués. Il y a eu 11 journées thématiques avec l'Afrique comme thème transversal à chaque journée thématique. Il y a eu de même, durant ces journées thématiques, 14 initiatives présentées par la présidence égyptienne de la COP 27 en partenariat avec des agences des Nations Unies. L'adaptation qui est notre priorité. Donc la Guinée étant vulnérable, c'est les projets d'adaptation qu'on a soumis le plus, puisqu'on émet moins. Nous représentons 0,1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc nous sommes allés avec des projets d'adaptation. Il y avait des projets qui ont trait à la pêche, à l'agriculture, aux ressources naturelles, sur la zone côtière. Donc on a vraiment eu à revoir avec nos partenaires techniques comment ils pourront nous aider. Cette rencontre de restitution est surtout une façon de faire le point sur les projets environnementaux du pays et remobiliser les acteurs pour plus d'actions sur le terrain. Le gouvernement se réjouit et reste attaché à l'effort collectif pour progresser dans les négociations sur le climat afin d'obtenir d'excellents résultats à la prochaine conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je me permets de lancer ici un appel pour un sursaut national de tous les acteurs afin de capitaliser un élan politique fort. À cet égard, nous devrons agir ensemble pour avoir au cours de cette journée de restitution une stratégie claire et cohérente qui nous permettra d'exercer la pression aux bons endroits. La 27e conférence des parties sur les changements climatiques a mobilisé environ 37 000 participants venus de 200 pays. Elle est considérée comme l'une des plus abouties du point de vue engagement politique avec la participation d'une bonne partie des décideurs mondiaux. Le recensement national des orpailleurs est enfin lancé. Il est initié pour une meilleure structuration du secteur. Cette innovation vise à corriger les insuffisances au sein de cette corporation Diamokaba. Forêts dévastées, rivières détruites et populations menacées. L'orpaillage illégal est le principal fléau social, sanitaire et environnemental qui menace les places fortes de l'or. Nous sommes dans la savane guinéenne. Sans surprise, les survols du drone montrent des activités dévastatrices des orpailleurs illégaux. L'orpaillage anarchique va prendre fin et chacun sera responsable de ce qu'il fait là désormais sur le terrain. Parce qu'on nous a toujours dit
Quand nous prenons l'aspect dégradation de l'environnement, on dit c'est les orpailleurs. C'est les orpailleurs. En revanche, un nouveau projet voit le jour. Il s'agit du recensement national des orpailleurs pour limiter les dégâts. L'ambition du ministère des Mines et de la Géologie, encadrer ce secteur rentable. Ce recensement va nous permettre non seulement de construire une base de données fiable de statistiques de tous ceux qui opèrent dans l'or, mais aussi dans l'esprit de la refondation des nouvelles autorités. Ce n'est pas un congrès électif, mais plutôt un recensement pour bien structurer notre corporation. Mais ni Serimbara Diaté Lona, il est comptoir il est détaillant ou bien grossiste. Donc on m'a recensement maintenant. L'Union nationale des orpailleurs de Guinée s'engage à appuyer le gouvernement dans sa lutte contre l'orpaillage illégal. Une seule finalité, réduire les impacts de l'artisanat minier et améliorer les revenus des orpailleurs. Mécanisation agricole, au moins 410 décortiqueuses sont mises à la disposition des producteurs. Une action de lutte pour encourager et accompagner la transformation et le conditionnement du fonio et du riz. Des détails avec Foudé Camara. Dans la commune de Matoto, la cour de la Direction nationale du génie rural prend les allures d'un espace d'exposition des outillages agricoles. En tout, 410 décortiqueuses du riz et du fonio et accessoires sont désormais disponibles pour réduire les pertes post-récolte qui affectent les chiffres d'affaires des femmes rurales. Nous sommes contents, encore une fois, d'obtenir un soutien important de la part du président de la transition et du Premier ministre, comme vous le savez, qui ont augmenté considérablement le budget du secteur agricole pour que nous puissions poser des actions concrètes pour les populations. C'est dans ce cadre que nous avons pu acquérir ces 410 décortiqueuses pour le riz et le fonio qu'on va mettre très rapidement à la disposition des femmes à travers le programme PARFA et aussi à certains groupements, peut-être de jeunes ou d'hommes qui ont des activités importantes qui vont travailler à travers la Direction nationale de l'agriculture et le service du conditionnement pour que la Sigikoda, qui est une société publique, qui est notre bras opérationnel, puisse mettre ces machines à leur disposition. Les segments de la transformation et du conditionnement sont les maillons faibles de la chaîne de valeur des filières fonio et riz. Ces maillons, occupés majoritairement par les femmes, sont pris à bras le corps par ce programme d'autonomisation féminine. Aujourd'hui, à travers notre service, une importante acquisition de matériel post-récolte, comme on dit en global, dont les décortiqueuses, les unités de transformation de tomates, des machines d'ensachage, des souffleuses même, nous sommes partis plus loin parce que la question d'emballage aussi pose problème. Donc on a des petites unités de production d'emballage qui sont en route. L'acquisition de ces matériels agricoles va renforcer en grande partie le programme d'assistance revolving aux femmes en agriculture, appuyé par le budget national de développement. Un programme de 50 milliards de francs guinéens qui compte toucher 1000 femmes par an. Le programme d'assistance revolving aux femmes est différent des autres programmes ou projets du ministère de l'Agriculture parce que c'est à 100% BND. Nous avons eu l'aide de la présidence de la République à travers le président et sa volonté d'aider les femmes d'abord et les jeunes. Et donc nous avons reçu des fonds et des équipements venant de la présidence, mais tout le reste des équipements et des fonds viennent du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à travers son BND. Le PARFA, programme d'assistance revolving aux femmes, est une fenêtre d'accès au financement destiné aux femmes qui ont du mal à accéder auprès des institutions traditionnelles. Objectif, lutter contre la pauvreté et faciliter l'accès au marché, aux fonciers, aux innovations et aux intrants agricoles, engrais et semences améliorées. À présent, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la poursuite du processus de recrutement annoncé par communiqué en date du 10 novembre 2022 relatif à l'incorporation au sein des forces armées des étudiants diplômés des universités, des écoles professionnelles, des élèves détenteurs du bac et du BEPC ainsi que des ouvriers et techniciens qualifiés. Le ministre de la Défense nationale porte à la connaissance des candidats
candidats retenus à l'issue des épreuves physiques et de la visite médicale, que les épreuves écrites au compte du dit recrutement se dérouleront à Conakry et dans les chefs-lieux de région militaire selon le programme ci-après. Catégorie bac et BEPC le samedi 25 février 2023. Catégorie université et école professionnelle le dimanche 26 février 2023. Les candidats sont invités à se présenter le jeudi 23 février 2023 à 6 heures dans les garnisons ci-après pour les formalités liées à ces épreuves. Le camp Kwame Nkrumah du kilomètre 36 pour les candidats de Conakry, le camp Kemeborima pour ceux de Kindia, le camp Sundiata Keita pour ceux de Kankan, le camp Elhadji Omar Tall pour ceux de la baie et le camp Béanzan pour les candidats de Zérékoré. Il est rappelé que toutes les dispositions sont prises par l'état-major général des armées pour joindre les intéressés par les canaux de communication appropriés. Le jour des épreuves, les candidats devront se présenter en tenue de sport, munis de stylos, crayons, règles, gommes, etc. L'accès des téléphones dans les salles d'examen est formellement interdit. Nota bene, toute personne n'ayant pas été appelée est priée de se présenter dans les différents centres. Conakry le 17 février 2023, le directeur de cabinet général de brigade David Rabat. Dans l'actualité toujours, le chef d'état-major général des armées continue sa visite de travail dans la 2e région militaire de la baie. Après l'étape de Nianfou, le général Sadiba Koulibaly s'est rendu au bataillon d'infanterie de Mali où il a véhiculé des messages allant dans le sens de la formation et de la sécurisation de nos frontières. Capitaine Fodi Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Le bataillon d'infanterie de Mali, l'une des positions stratégiques visitées par le chef d'état-major général des armées. Dans le cadre de la sécurisation efficace de nos frontières, le général Sadiba Koulibaly a insisté sur la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité ainsi que la population. Également, il a mis un accent sur la rigueur dans le travail. Les gens que nous commandons là-haut, leur école de tous les jours, c'est ce que nous faisons en tant que chef. Si on s'en fout de tout, on n'accorde aucun crédit à ces détails. Et aussi le jour qu'ils seront chefs, c'est la même chose qu'ils vont faire. Or, nous savons que nos devanciers ne faisaient pas ça. Nos devanciers étaient rigoureux. Nous, on a pris un peu de leur rigueur. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de tenir. Mais sinon, on continue de laisser aller avec nos hommes. Demain, notre armée va être une armée de laisser aller. Et ça, ce n'est à l'honneur de personne. Concernant l'envoi de la troupe pour les missions des Nations Unies, le message du chef d'état-major général des armées est clair. Pour ce qui concerne les missions, vous avez constaté, à partir de cette année, les instructions ont été données. Tous ceux qui ont fait la mission une fois ne vont plus aller. La seule exception à ça, c'est pour les techniciens. Quand je dis techniciens, ça peut être des conducteurs ou des techniciens de n'importe quelle catégorie. Parce que eux, leur effectif est limité et on a besoin d'eux là-bas. Un épurateur d'eau, par exemple, il peut aller 3 à 4 fois. Chaque fois qu'on a besoin de lui, on est obligé de le laisser aller. Cette tournée du chef d'état-major général des armées vient imprimer une nouvelle dynamique dans la vie des soldats guinéens au niveau de toutes les positions visitées. La vulgarisation des recommandations issues des assises nationales à travers le pays est lancée. Les membres du comité national des assises étaient dans la commune de Matam pour échanger avec les élus locaux et les citoyens sur le contenu des 45 recommandations issues du rapport de ces assises. Makale Souma, Yaya Silla. Les autorités communales de Matam et les leaders d'opinion de la commune participent à la vulgarisation des 45 recommandations. Sur la question des recommandations urgentes dont la prise en charge médicale immédiate des malades victimes de violences des droits humains, les 2 cas les plus urgents signalés par la commune vont bénéficier de l'aide de l'État. Nous avons été consultés dès le départ. Nos préoccupations ont été prises en compte et ces préoccupations se regroupent dans cette restitution.
Faciliter la compréhension des 45 recommandations contenues dans le rapport des assises nationales et dans toutes les langues est la mission confiée aux membres du Conseil national des assises et membres du comité technique chargé de la mise en œuvre des recommandations des assises. Les 45 recommandations ont été spécifiées en 5 points. Certains ont demandé une reconnaissance morale pour leurs parents disparus. D'autres ont demandé la justice, comme les victimes du 28 septembre. D'autres ont demandé des actions qui impliquent des politiques publiques qui vont être développées pour répondre à leurs problèmes. Mais d'autres sont dans des situations critiques et urgentes et n'ont pas les moyens de se soigner. Voilà pourquoi 28 victimes ont été identifiées dans l'urgence et dans la commune de Matam. 2 victimes vont recevoir des soins et une indemnisation parce que leur cas est suffisamment urgent. Au compte de cette campagne de vulgarisation des recommandations des assises nationales, les membres du Sénat vont sillonner les 33 préfectures du pays, plus les 6 communes de Conakry, et ce pendant 10 jours. Et puis cette caravane dans des régions de la Guinée, elle est composée d'acteurs en charge de la sous-traitance et du contenu local. Première étape d'Inguiraï où les entreprises locales ont été répertoriées et édifiées sur la dite bourse. Abdul Karim Kamara. Ces derniers temps, un vent d'entrepreneuriat s'est emparé de la cité d'El Hadj Oumar Tall. Et c'est dans ce contexte que la ville et ses entrepreneurs accueillent la caravane des acteurs de la sous-traitance et du contenu local. Les entretiens portent sur la nécessité pour une entreprise d'être à jour. La bourse de sous-traitance et du partenariat montre également comment elle trace les sillons de mise en relation entre ces entreprises locales et les multinationales. Alors notre démarche, ça vient dans le sens de répertorier les entreprises, les sensibiliser, les informer et après établir des programmes de formation qui répondent aux besoins des multinationales afin que tout le monde soit prêt pour répondre à ce besoin qui est très pressant pour la Guinée. Ici, à Dinguiraï, les contrats obtenus sont encore loin de répondre aux attentes des entrepreneurs. L'entreprise minière de la place essaye de consolider tant bien que mal la demande et l'offre. Je demande à la bourse de sous-traitance, surtout la formation des entrepreneurs locaux. Tout avec ça, on pourra s'en sortir. Cultiver le bon voisinage aussi entre les entreprises et la société qu'ils ont abritée. Pour la bourse de sous-traitance, l'idée de la caravane est certes une discrimination, mais celle positive au profit des initiatives locales afin que le concept du contenu local soit une réalité en Guinée. C'est toujours important que les populations puissent comprendre toutes ces dispositions juridiques pour ne pas qu'il y ait des débordements qui puissent impacter le climat des affaires dans le secteur minier. On est en synergie avec toutes les couches, dont les jeunes, les femmes leaders, et nous allons continuer à les galvaniser vers de telles opportunités pour qu'ils ne soient pas en reste dans la compétition mondiale. Après 2 jours d'échange, la bourse a pu enregistrer une centaine de PME et de groupements à Dinguiraï. Il est question désormais pour ces entreprises de suivre les voies et moyens devant leur permettre d'être structurées et formalisées au niveau national. Et puis les outils informatiques pour la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. L'objectif est d'accompagner les agents dans la sécurisation des données du registre social unifié à l'occasion du recensement des personnes vulnérables du pays. Younoussa Tawel Kamara. Pour accompagner la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence dans son processus de recensement des personnes vulnérables du pays, en vue de doter la Guinée d'un registre social fiable et inclusif, la Banque mondiale vole au secours de cette direction du ministère de la Promotion féminine. Cette institution onusienne, à travers son unité de gestion du projet de renforcement des services et capacités sanitaires, offre ses outils informatiques à la direction pour renforcer davantage la capacité du personnel. Nous sommes venus au nom du coordinateur remettre 13 ordinateurs portables au fond, un serveur plus un rallonge. Donc au nom de l'unité de gestion du projet qui m'a chargé de venir remettre ces équipements au DG du Fonds de développement social et indigence pour l'accompagnement dans le cadre du registre social unifié.
Au nom de la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence a vivement remercié la Banque mondiale qui ne cesse d'accompagner la Guinée dans son programme de développement socio-économique. Dans le cadre de la prise en charge sanitaire, le projet de renforcement de capacité sanitaire de la Banque mondiale accompagne le Fonds de développement social et de l'indigence. C'est dans ce cadre que nous avons reçu ces équipements. Ce qu'on peut rassurer, c'est que ces équipements seront utilisés à bon escient et les capacités de nos cadres seront renforcées, sans nul doute, à travers ces équipements. Et le serveur nous permettra davantage au fond de stocker les données dont nous disposons. Ces équipements informatiques viennent ainsi s'ajouter aux autres logiciels de la direction pour mieux sécuriser les données dans le cadre de la mise en place du registre social unifié et l'exécution de la sous-composante relative à la prise en charge sanitaire des personnes vulnérables du pays. Nous poursuivons cette édition. L'université Kofi Annan de Guinée dispose désormais d'une maison de l'entrepreneuriat. Cet espace répondant à toutes les commodités liées à une infrastructure de ce genre permettra aux étudiants et aux chercheurs de valoriser leurs talents dans plusieurs secteurs d'activité. C'est un reportage de Abraham Christophe Conté. C'est l'ouverture officielle de la maison de l'entrepreneuriat de l'université Kofi Annan de Guinée. Ce centre de savoir et d'innovation, avec ses commodités, a été conçu pour aider les étudiants à explorer leurs passions et à développer leurs compétences. La relance des activités de cette maison d'apprentissage de profession est un élément clé pour renforcer l'innovation, la croissance économique et la création de chemins d'emploi. Cette maison a été faite pour eux, pour les étudiants qui sont porteurs d'idées, porteurs donc de l'esprit innovateur, de l'innovation, et nous allons les accompagner au niveau donc de cette maison à concrétiser leurs idées, à concrétiser donc leurs projets. Cette maison de l'entrepreneuriat offrira un environnement propice non seulement aux étudiants, aux chercheurs, mais également aux professionnels pour développer leurs idées. Au niveau de la maison de l'entrepreneuriat, nous avons deux composantes essentielles. Nous avons une composante accompagnement entrepreneurial et une composante formation et certification. L'université Kofi Annan vient s'inscrire aujourd'hui en étroite ligne avec cette lettre de mission dans le cadre de la promotion et de la valorisation de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Encourager et appeler tous les étudiants porteurs de projets de faire de cette maison de l'entrepreneuriat la prochaine adresse après les salles de classe. Cet espace, qui doit être une seconde adresse des étudiants, dispose des commodités innovantes. Elles doivent inspirer les générations futures à valoriser leur talent entrepreneurial. Très bonne nouvelle pour les autorités éducatives et citoyens de Dubrika. Une infrastructure scolaire est en cours de réalisation dans la localité. C'est un geste des Émirats arabes unis à travers la fondation Dubaï Charité. Algassimouba pour ce reportage. Nous sommes à Dogbré, au lycée-collège franco-arabe Mouloukou Suleiman Kaba dans Dubrika. Après quelques semaines de construction, l'heure est à la remise de ces infrastructures aux citoyens de la localité, ce qui fait le bonheur des élèves et des encadreurs. Nous nous attendons de quoi de ces classes? C'est de les utiliser à bon escient, les entretenir, prendre soin de ces classes, prendre soin de ces tables-bancs qui nous ont été offerts par des Émirats arabes unis. Cet accompagnement des Émirats arabes unis manifeste la volonté de soutien aux autorités dans leur combat pour l'amélioration et la qualification du système éducatif guinéen. C'est une jolie salle de classe. Et ça y va dans le renforcement de l'éducation nationale. Il vient de nous promettre également un puits. Ces œuvres qu'on est en train de présenter à vous, c'est continuable, Inch'Allah. On a plus de ça, on a beaucoup de ça qu'on a promis à remettre pour la préfecture d'Oubrika. À cette période de transition, les Émirats arabes unis multiplient leurs efforts pour accompagner la Guinée. Aujourd'hui, plusieurs réalisations, notamment des mosquées et des écoles, sont à leur actif à travers tout le pays.
Et pour finir, des émissaires du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, séjourne en région forestière. Cette autre mission s'inscrit dans le cadre de la promotion de la paix et de la quiétude sociale dans le pays à travers des prières et lectures de Saint-Coran. Plus de précisions avec Mounir Bari et Sekou Sissoko. La préfecture de Beila dans le land de la consolidation de la paix pour la réussite de la transition en cours dans le pays. Pour réussir le pari, des émissaires du chef de l'État en séjour dans la localité communient avec les autorités locales et les citoyens. Au menu, une lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour l'unité et la cohésion sociale. On demande à tous les musulmans, les érudits, de faire la bénédiction chaque fois pour que la transition réussisse. Si la transition réussit, c'est la Guinée qui a réussi. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas de cohésion, on ne peut rien faire. Pour que M. le Président de la République, il peut tout ce qu'il veut pour la Guinée comme bonheur, comme les autres pays. Depuis le 5 septembre, nous sommes en train de voir la réalisation par rapport aux efforts de son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, la Guinée est sur le bon chemin. Les faits parlent d'eux-mêmes. Partout en Guinée aujourd'hui, c'est les chantiers qui sont là. Consolider la quiétude et la concorde nationale pour une transition inclusive et apaisée, c'est le message véhiculé par les émissaires du CNRD dans cette contrée de la région forestière. Ici, la dynamique est déjà engagée pour la refondation de l'État. L'objectif de ma vision à Beila, c'est pour représenter le chef de l'État, Colonel Mamadi Doumbouya, qui est l'invité principal de la lecture de cette nuit-là. Le cercle lui a adressé une invitation personnelle pour qu'il vienne présider cette cérémonie de lecture du Coran pour le pays, pour que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national et pour que la transition se passe dans les bonnes conditions. L'objectif de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, est de faire la paix, ramener tous les fils et les filles de ce pays à s'asseoir, à parler, à communiquer, pour que les objectifs qui sont là pendant cette transition soient atteints. À la grande mosquée de Beila, comme chez le Souti-Kémon, les populations adhèrent aux idéaux de changement et de développement prôné par le président de la transition. Et puis cet élément de la présidence qui vient de nous parvenir, des cadres nommés dans différents services ont ce vendredi prêté serment devant le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Tous ont juré de servir honnêtement, dignement et loyalement la nation guinéenne. Oumar Bari, compte rendu. Ce vendredi 17 février 2023, au palais Mohamed V, 76 promus à des postes de responsabilité au sein de l'administration publique prêtent solennellement serment devant le chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces cadres sont nommés au département de la santé, de l'habitat, de la sécurité, des infrastructures et des travaux publics, de l'économie et des finances, du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, des pêches et de l'économie maritime. Devant Dieu et les hommes, il s'engage à servir la nation avec dévouement et loyauté. Je soussigne Konaré Drissa Bina que dans mes fonctions de directeur général de l'hôpital régional de Kindia, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition, en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives.
J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée, sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD, de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique et régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à mes engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. Conakry, le 17 février 2023, je le jure. Parmi les promus, le directeur général adjoint de l'hôpital régional de Farana, Yamoussa Vaskar Bangoura, un cadre qui souffre d'un handicap. Son état physique attire l'attention du chef de l'État qui n'est pas resté du tout indifférent. Moi, Dr Bari Abdoulaye. Sur les livres saints de leur confession religieuse, ces promus jurent de travailler avec sincérité et transparence afin de mériter toute la confiance placée en eux par les autorités de la transition. Moi, ingénieur Mamad Saliou Silla, inspecteur général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer, je le jure. Moi, Silla Aïcha, directrice générale adjointe du Fonds de garantie hypothécaire, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer, je le jure. Moi, Dr Giba Diallo, directeur général adjoint de l'hôpital régional de l'Abbé, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer, je le jure. Avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a, au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, et du gouvernement, rappeler à ces 76 cadres promus les principes du service public, de la loyauté, de la redevabilité et de l'intégrité que symbolise le serment qu'ils viennent de prêter. Pour moi, c'est une marque de confiance. Et violer un serment, pour moi, signifie une haute trahison. Et cette confiance est renouvelée pour une seconde fois devant le chef de l'État, le président de la transition, chef suprême des armées, prouve à suffisance l'engagement, ma loyauté envers la nation qui m'a vu naître. Donc il est de notre devoir en tant que fils du pays, de façon très impartiale, sans conflit d'intérêt, de servir et non se servir. C'est une opportunité pour chacun de contribuer à l'édification de la nation. En termes de responsabilité, elle est grande. C'est un acte dans lequel on renouvelle notre engagement, notre volonté de servir loyalement le pays. Et c'est un acte qui nous a amenés à nous engager devant la République, devant le peuple de Guinée et devant les autorités du CNRD. Ça veut dire que nous sommes amenés à donner de la priorité aux intérêts de la nation et non aux intérêts personnels. Et moi, je m'engage, je l'ai dit là-bas, je m'engage à le faire pour mériter la confiance que les autorités ont bien voulu placer à ma personne. Je mettrai en application le contenu de l'engagement que j'ai pris devant le peuple de Guinée et devant les autorités du CNRD. Déterminé à mener à bout la rectification institutionnelle et la refondation de l'État, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a porté son choix sur ces hommes et femmes pour poursuivre les réformes et exécuter la feuille de route dans leurs services respectifs. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RTG. Prenez soin de vous. Au revoir.